Chers amis, bonjour et bienvenue sur Tandem 2.0 pour une nouvelle rubrique Guide en tandem. Et ce soir, j'ai le plaisir de faire cette rubrique avec Chloé. Bonsoir Chloé. Salut Jérôme. Écoute, merci beaucoup d'être venu ce soir avec nous pour présenter cette rubrique. Avec plaisir. Et ce soir, on voyage dans le nord puisque nous allons aller à Beit Shean. Est-ce que tu connais le site de Beit Shean ? Alors j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu le plaisir d'y aller. Beit Shean, c'est un site archéologique, un site historique particulièrement impressionnant puisqu'on va pouvoir observer sur ce site plus de 5000 ans d'histoire. Et notamment, c'est pour moi le plus beau site gréco-romain qu'on peut voir en Israël. Un cardo romain, des colonnes romaines, c'est quelque chose d'assez rare et surtout en excellent état de préservation. Alors pourquoi est-ce que ce site va être aussi important ? Tout d'abord parce qu'il est situé d'un point de vue stratégique entre deux vallées très importantes. La vallée du Jourdain, d'un côté, qui va du nord au sud, et est-ouest, ce qu'on appelle l'Émek Israël, la vallée de Jezréel. Et donc, ce site va permettre de contrôler, d'observer les grandes routes commerciales, ce qui va permettre historiquement d'avoir beaucoup de populations et de conquérants qui vont vouloir avoir ce site. Alors, au-delà de la situation géographique, à ton avis, quels étaient les grands critères qu'on a choisis à travers, je dirais presque toutes les phases historiques pour voir où est-ce qu'on s'installe ? L'eau. L'eau, évidemment, il faut surtout de l'eau. Dans notre territoire, dans l'eau. notre territoire, il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau également pour pouvoir avoir à boire, à manger, à cuisiner. Donc ça va être le deuxième critère. Et idéalement, un site qui soit un peu en hauteur, à la fois pour permettre militaire le contrôle des routes et se protéger. Voilà, c'est les grands critères qu'on va retrouver un peu partout dans le pays. Et le site de Beit Shean, il va répondre à tous ces critères. Beaucoup d'eau, une situation géographique le long des routes commerciales et de la hauteur. Donc on est situé à peu près une 40aine de kilomètres au sud de Tibériade. Et de l'eau, on en a beaucoup parce que juste à côté de Beit Shean, on a le mont Gilboa. Le mont Gilboa, c'est cette montagne qui fait 500 mètres d'altitude, mais qui va avoir la particularité d'être faite avec un calcaire très dur, ce qui fait que l'eau ne va pas rester en haut de la montagne, elle va s'infiltrer légèrement, et tout autour du mont Gilboa, on va avoir énormément de sources d'eau. Une des sources que tu as peut-être visitées, c'est Sarney, c'est Ganashkosha. Oui, bien sûr. C'est un très beau site, Bien très sûr. sympa en famille. Et donc elle prend sa source au mont Gilboa ? Elle prend sa source au mont Gilboa. On a également Ein Haron, Nachal HaKibbutzim, tous ces sites très sympas. L'eau vient du mont Gilboa et c'est pour ça que Beit Shean va être un site très fréquenté parce que énormément d'eau. Beit Shean, c'est 5000 ans d'histoire et on commence avec le néolithique, quelques traces, puis l'âge de bronze. Et l'âge de bronze, c'est la période où l'Égypte va gérer ce pays, le pays de Canaan, et on va retrouver des stèles. Vous voyez ici 2 stèles qui datent de Thoutmose III et de Séti. Séti Ier, le père de Ramsès II. On peut les voir au musée d'Israël. Ce sont des facsimilés qu'on a sur place. Et donc, on a des traces. Ah, sur place, c'est pas les vrais ? Non, c'est pas les vrais. Pour des raisons de conservation, sur place, on met des beaux facsimilés, mais c'est en général au musée d'Israël à Jérusalem qu'on retrouve les originaux. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la stèle de Séti, on a la mention de Beit Shean. Donc la stèle de Séti, c'est... C'est pas celle où il y a les 2 lions, c'est celle d'à côté. D'accord. Et on a la mention de Beit Shean. Et c'est assez intéressant et c'est rare parce que sur beaucoup de sites, on a un doute de savoir est-ce que le site qu'on soupçonne être Beit Shean, c'est vraiment Beit Shean. Est-ce qu'ils ont retrouvé effectivement sur l'endroit originel ? Exactement. Et on a quelques sites comme ça en Israël où on a une stèle qu'on peut dater au carbone 14, ce qui nous donne à peu près à 60-80 ans près une datation exacte, la mention du site de Beit Shean. Donc on a ces mentions-là. Et à cette époque-là, Beit Shean, c'est pas la partie basse qu'on a vue au début sur les photos, c'est la partie haute. C'est ce que sur la colline. Sur la colline, ce qu'on appelle un tel. Alors, tu as déjà peut-être entendu ce terme-là. Tel Aviv. Et ça vient d'où ce mot tel ? C'est quoi un tel ? C'est un terme archéologique qui est très spécifique en fait à cette région du monde, qui désigne un monticule ou une colline artificielle qui s'est formée avec des strates, des couches de civilisation les unes sur les autres. Ok. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu as les Assyriens qui dégagent la civilisation d'avant, ils cassent tout,
mais ils prennent pas un bulldozer pour tout mettre dans la vallée, ils construisent par-dessus les ruines de ce qu'ils ont cassé. Et c'est comme ça qu'on a ces strates de civilisation. Et à Beit Shean, par exemple, on a retrouvé des traces sur 18 civilisations, Tout les s'explique. unes sur les C'est autres. comme dans les bâtiments, quand on fait des travaux, on retrouve des traces des anciennes civilisations. Exactement. Donc c'est culturel apparemment. Donc c'est culturel. On démarre donc sur ce tel. Les Cananéens vont faire, donc à l'époque égyptienne, un énorme centre administratif qui ensuite va être transformé en temple. C'est un bâtiment de 400 mètres Donc carrés. c'est une grosse ville quand même. Grosse ville, gros centre administratif à cette époque-là, qui ensuite, quand le site va devenir juif, va être transformé pour devenir un site juif, et chaque civilisation va utiliser cet emplacement en haut de la colline. C'est un site qui a une importance religieuse. Oui. Ouais. Alors justement, vas-y. Non, j'allais dire, c'est un site qui a une importance religieuse, et moi je l'ai découvert assez récemment. C'est que le site en parle dans le Tanakh, d'abord parce qu'il était promis à la tribu de Ménassé, mais qui n'a pas réussi à le conquérir. Et un petit peu plus tard, à l'époque du premier roi d'Israël, du roi Saül, on apprend dans le Tanakh que c'est ici que le roi Saül a été tué par les Philistins. D'accord. Donc c'est vraiment. Alors c'est quand même assez intéressant. Et en même temps, c'est bizarre parce que bon, il y a beaucoup de sites de pèlerinage divers et variés en Israël, mais pour un personnage aussi important que Shaoul HaMelech, quoi. Ouais. Eh ben, il y a pas vraiment un pèlerinage de ce site qui est pourtant quand même assez important, a priori. Oui, c'est vrai. C'est dû à quoi? Je pense que c'est dû au fait que sur place, on peut voir des traces de la ville, mais sur la partie gréco-romaine, on n'a pas de traces bibliques très importantes. Donc je dirais, on pourrait aller là-bas, aller pèleriner, mais on n'aurait pas quelque chose de marquant comme quand on va au tombeau du roi David, où là il y a un tombeau et où ça peut être source d'une certaine ferveur. Ouais. En allant là-bas, il n'y a pas grand-chose de cette époque, ce serait plus compliqué. Mais effectivement, religieusement, c'est un site très important. Le Tanakh raconte que c'est là que le roi Shaoul et 3 de ses enfants ont été tués et que sa tête a été placée sur les remparts de la ville par les Philistins. Ah, c'est... Donc, ouais, quelque chose de très fort. Ouais, c'est fort quand même. Ouais. Bon. Et par la suite, donc... Il y a peut-être un travail à faire, du coup. Il y a peut-être, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un travail à faire, d'autant qu'il y a toute une partie du site qui n'a pas encore été fouillée pour des raisons budgétaires. Donc avec un peu d'argent, il y a peut-être des chances de retrouver des traces de cette époque. Incroyable. Donc après l'époque du roi Shaoul, la ville va être reconquise par le roi David quand il va chasser les Philistins. Le roi Salomon va y construire un certain nombre de bâtiments. Il ne se passe pas grand-chose jusqu'à la domination des Grecs, suite à la conquête d'Alexandre le Grand en 332, qui s'installe dans tout Israël et qui laisse une partie de son armée, qu'on appelle les Skythes, qui l'invitent à s'installer ici, qui payent, et qui vont refonder cette ville et la renommer Nyssa Skythopolis. Donc Skythopolis, et les Skythes, ce sont ces guerriers, okay. Et Nyssa, c'est parce que c'est le nom de la nourrice de Dionysos, le dieu du vin. Et selon la légende qui nous est rapportée par l'auteur romain Pline l'Ancien, Dionysos a fondé cette ville. Il y a été allaité par sa tutrice, sa nourrice Nyssa, qui a été enterrée. Et donc c'est pour ça qu'ils ont renommé la ville Nyssa Skythopolis. Okay. Et on a retrouvé des statues de Dionysos sur place qui attestent du culte du dieu grec qu'on avait sur place. D'accord. Donc, on commence avec la période grecque qui vont construire énormément de bâtiments qu'on va pouvoir retrouver et ça va vraiment exploser à l'époque romaine. À l'époque romaine, on est sur une ville très importante, on parle de 40 à 50 000 personnes et c'est là qu'ils vont construire des bains romains, qui vont construire un théâtre, qui vont construire un amphithéâtre et tout ça qu'on va pouvoir voir. Et c'est vrai que c'est excessivement rare en Israël. Non, mais les Romains étaient vraiment des bâtisseurs d'infrastructures à chaque fois, quoi. À chaque fois. Ouais. À chaque fois, dans la durée, ils sont restés presque 600 ans. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose... Ah bah, ils ont construit pour durer, quoi. Ils ont construit pour durer. Une fois qu'ils avaient conquis le pays, il fallait aussi occuper l'armée. Bah oui. Un soldat peu occupé, on dit que c'est un soldat dangereux. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a énormément de constructions. Donc on a ce quart d'eau, cette grande voie romaine nord-sud, qui était traversée par une des 2 rivières qui passaient dans la ville, ce qui explique le fait qu'on avait beaucoup d'eau. On a 2 énormes bains romains. Bains romains. Alors là, on a un des plus grands de l'Empire romain qui fait 8500 mètres carrés.
C'est Je énorme. ne sais pas si tu imagines. C'est énorme. 8500 mètres carrés de bains romains, de quoi accueillir 3000 personnes, sans respecter les 2 mètres entre chaque personne. Et là, ce qu'on voit, c'est la salle de chauffe. C'est le système de l'hypocaust. Donc, ce sont ces pierres qui vont permettre de faire monter la chaleur. Et donc, derrière, on va avoir les salles classiques qu'on trouve dans les bains romains. Une salle chaude, une salle tempérée, une salle froide. Et derrière ce bain romain, on a retrouvé quelque chose d'assez étonnant. C'est une grande baignoire avec cette croix rouge juste au-dessus. On aurait pu croire que c'était un mikvé. Alors, on pense. S'il n'y avait pas la croix. Alors, exactement, ça a pu être un mikvé qui aurait été transformé en baptistère quand les Romains sont devenus chrétiens. Et donc, on a utilisé cet endroit pour faire des baptêmes. Ouais, parce que ça ressemble quand même vachement à un mikvé. Ça ressemble beaucoup à un mikvé. Ouais. Au-delà du bas romain, on a un théâtre, qui est un très beau théâtre romain de 6000 places, Magnifique. qui a été construit donc il y a plus de 2000 ans. Ce théâtre, il était sur 3 niveaux. Là, le premier niveau uniquement qui a été découvert, le reste a été détruit. Je vais vous raconter tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on a eu ces grandes destructions. Et ensuite, alors ce site, ce bâtiment qui est un peu plus original, je ne sais pas si tu arrives à deviner ce dont il s'agit. Il faut regarder les pierres qu'on voit au fond et à gauche. Oui. C'est les toilettes? Bravo! Les toilettes publiques. Exactement. Ce sont des latrines et tout. Comment tu as deviné? Ben, bon, par ma formation, mais effectivement, à l'époque romaine, il y avait toute cette notion d'hygiène corporelle. Et en fait, ils ont été les premiers, bon, par la maîtrise de l'eau, les aqueducs, etc., à justement utiliser l'eau dans le cadre de l'hygiène du corps, du soin du corps, et ils ont créé les bains et les toilettes publiques. Oui, exactement. Et les égouts après, enfin, tout allait ensemble, c'était toute une réflexion, et c'est une toilette publique. Donc, toilettes publiques, on a ici une quarantaine Et ça ressemble de sièges. ça ressemble vite fait à des bidets, donc... C'est ça, l'eau donc courante. voilà, quoi. Ouais, voilà. C'est fait en marbre. Et il faut savoir Classe. que alors, la grande classe à l'époque romaine, parce que c'est quoi l'inconvénient du marbre? C'est froid. C'est froid. Voilà. Donc la grande classe à l'époque romaine, pour ceux qui avaient de l'argent, c'est d'envoyer leurs esclaves à l'avance, s'asseoir pour chauffer la cuvette. Comme ça, une fois qu'ils pouvaient arriver, les toilettes étaient déjà chaudes. C'est génial, c'est génial. Donc effectivement, toilettes romaines. Les Japonais font ça maintenant, des cuvettes chauffantes. Les cuvettes chauffantes. Ouais. Et Comme quoi, rien n'est inventé. Ouais, c'est ça. Enfin, pas par nous en tout cas. Et un des clous de ce site, c'est cet énorme amphithéâtre, 7000 places, on en a 4 en Israël, donc qui servait donc à faire des compétitions, à faire des courses. Ouais. Des jeux, quoi. Et des jeux. Et les combats de gladiateurs, quand les Romains Ouais. sont devenus byzantins, ça a été abandonné, parce que dans les valeurs chrétiennes, c'était pas top de faire le gladiateur, mais on a gardé les structures pour y faire des compétitions sportives. Magnifique. Donc c'est un des 4 amphithéâtres qu'on peut voir en Israël, qu'on peut trouver sur ce site de Beit Shean. Et l'histoire de Beit Shean va s'arrêter un mardi. C'est précis. C'est précis, on est un mardi, il est 10h42. Non, À je 10 plaisante, on n'est pas sûr de l'heure, mais on est un mardi, le 18 janvier 749. Et on a un tremblement de terre extrêmement fort qui dévaste le pays et qui va complètement détruire le site. Et ça va marquer quasiment la fin de ce site. On sait précisément que c'est ce site parce que les archéologues, au début du XXe siècle, quand ils ont fouillé le site, ont découvert sous les colonnes brisées et les bâtiments des pièces qui avaient été émises quelques années avant. Donc on sait précisément que la fin du site, c'est ce tremblement de terre, mais dont tous les historiens Mais de du cette coup, époque... après, ils n'ont pas reconstruit, Ils ont un tout petit peu reconstruit. À l'époque des croisés, donc on est à la fin du XIIe siècle, les croisés vont utiliser cet endroit. Ils vont faire une forteresse qui avait la particularité, les croisés quand ils faisaient des forteresses, ils faisaient en sorte que les forteresses puissent se voir en fait les unes des autres, avec un système de feu, pouvoir communiquer en cas d'attaque. Et on a 2 autres grandes forteresses qui étaient visibles de Beit Shean, une sur le mont Tabor, qui est à côté de Nazareth, et l'autre sur la vallée du Jourdain, qui est Belvoir, Kochav Yarden, qui est cette immense forteresse avec une vue magnifique sur la vallée du Jourdain. Donc ils ont utilisé ce site, mais pour des raisons stratégiques, mais on était très loin des milliers de personnes. C'était pas une ville. Non, c'était pas une ville. C'était un site stratégique, mais c'était plus une ville, comme ça l'avait été à l'époque byzantine. Donc les croisés vont le réutiliser. Ensuite,
il ne va pas se passer grand-chose. Et on va arriver comme ça jusqu'au début du XXe siècle. Ah oui, tu fais un bond. Là. Ouais, pendant 600 ans, c'est quasiment ville morte. On arrive au début du XXe siècle, on est en 1905, et le grand sultan, le dernier grand sultan ottoman, qui s'appelle Abdülhamid le deuxième, décide de construire un chemin de fer. Un chemin de fer pour relier la Turquie à la Mecque, mais il va imaginer une déviation pour des raisons commerciales avec un train qui fasse Haïfa-Damas. Donc Ok. il traverse Israël est-ouest. Ok. D'accord ? Début du XXe siècle, on a encore assez peu de juifs qui sont arrivés. On est à la deuxième alia, c'est quelques milliers de personnes. Haïfa Damas, c'est pas plus. Elle passerait pas plus au nord là? Alors oui, mais pour des raisons stratégiques que je vais t'expliquer, elle passe en fait au sud. Ok. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ces trains, à l'époque, étaient des trains à vapeur qui avaient besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup de bois. Et donc, Ok. il fallait que le train s'arrête toutes les 7 à 8 kilomètres. D'accord. Ce que vous voyez là, c'est on est au début du XXe siècle, et donc ce sont les horaires de train qui indiquent la ville de Beit Shean, qui à l'époque s'était renommée Beisan, jusqu'à Haïfa. On a 60 kilomètres, il fallait plus de 2 heures de train à l'époque pour relier les deux Déjà villes. pas mal. Ce qui, vu le contexte, l'environnement à l'époque, était déjà une performance. Et donc on a là le tracé du train qui part du sud de Tibériade, de Tzemar, qui descend jusqu'à Beit Shean et qui ensuite remonte jusqu'à Haïfa. Et donc ce qui va se passer, c'est que le train doit s'arrêter tous les 7 à 8 kilomètres. Et quelques années plus tard, quand on va avoir une très forte immigration juive, ils vont choisir de s'installer le long de cette Le voie long de la ferrée. voie ferrée. Et donc, en fait, à l'époque, c'est même pas des stations. Ce sont des arrêts, comme tu dirais, un arrêt de bus. Oui. Le train s'arrête, mais ils vont construire comme ça les kibbutz et les moshav le long de ces arrêts pour aller sur Haïfa, pour aller vendre du lait, pour aller vendre des melons. Et on a une expression en hébreu, on dit liktov prachim, aller cueillir des fleurs. Et c'est une expression qui fait référence notamment à ce qui se passait à l'époque quand les gens prenaient ce train, qui était très long, qui n'avait pas de toilette. Mais comme le train était très lent, quand quelqu'un avait besoin d'aller aux toilettes, il allait dans le wagon de tête, il descendait dans les prés pour faire ce qu'il avait besoin de faire, et il avait le temps de remonter Dans l'arrière. dans le wagon de queue du train. Et on a une autre belle histoire sur ce train. C'est quelqu'un qui prenait le train quasiment tous les jours pour des raisons, pour faire du business à Haïfa. Et un jour, il n'est pas dans le train, donc les gens commencent à s'inquiéter. Et le lendemain, quand il reprend le train, les gens lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'étais pas dans le train hier. Et il a répondu, hier, j'avais un rendez-vous urgent, j'étais pressé. Donc il n'a pas pris le train. Donc il n'a pas pris le train, pour dire effectivement à l'époque à quel point le train était lent, mais il a marqué profondément l'histoire. Bon, l'intérêt, c'est le voyage aussi. C'est le voyage, c'est la beauté La du destination. paysan. Et donc ça a fait revivre un petit peu la ville de Beit Shean. Le train s'est arrêté dans les années 50 et figure-toi qu'ils ont réouvert cette ligne de train dans les années 90. Mais là, elle n'existe plus. Elle existe encore. Non, mais elle est en fonctionnement. Elle est en fonctionnement, Ok. assez peu utilisée par les voyageurs, mais c'est une énorme ligne ferroviaire pour les marchandises. Et elle a été réouverte à la demande des Jordaniens. Parce que les accords de paix avec la Jordanie en 1994 faisaient deux mentions importantes. L'une, que Israël délivre de l'eau à la Jordanie, Ouais. et de l'autre, qui remettent en service cette ligne de chemin de fer, parce que la Jordanie a un gros problème, c'est qu'elle n'a pas accès à la Méditerranée. Et donc, Il voulait avoir accès via le port de Haïfa. via le port de Haïfa. Beit Shean, c'est un des deux postes frontières avec la Jordanie. Le deuxième est à Eilat. Eilat, ouais. Et donc, on a en permanence la nuit des trains de marchandises qui font des allers-retours entre Beit Shean et Haïfa Ok. pour permettre l'import et export de produits jordaniens. Donc Incroyable. aujourd'hui, c'est une ville de 18 000 habitants. Ouais, mais c'est quand même une ville importante stratégiquement, Mais stratégiquement, mais elle ouais. un peu morte, quoi. Mais un peu morte, encore une fois, pour des raisons géographiques, parce qu'on est trop éloigné des grands centres. En tout cas, le site de Beit Shean, assez peu fréquenté par rapport à des sites comme Césarée, et beaucoup plus beau que Césarée, vaut vraiment la peine d'être visité. Et il y a aussi quelque chose de très sympa à faire à Beit Shean, c'est qu'on a un spectacle de son et lumière. Au printemps et en été, sur réservation, on peut visiter le site. Et à ce moment-là, le site est illuminé et ça permet de le découvrir sous un œil tout à fait différent. Et c'est une balade d'une heure vraiment très sympa. Quand même vachement plus de trucs à voir qu'à Césarée, quoi. Ouais.
Césarée est très visité, c'est un beau site. Ouais, mais c'est la proximité. C'est la avec proximité. Tel Aviv, On est à 1 heure de Tel Aviv, on est entre Tel Aviv et Haïfa, il y a Saint-Jean d'Acre qui est pas loin. Il y a la mer. Il y a la mer, donc c'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages géographiques. Ouais. Beit Shean. Mais il n'y a pas vraiment de route d'accès direct non plus, donc c'est peut-être ça aussi. C'est ça aussi, mais ça vaut la peine parce que beaucoup moins de monde et donc du coup on profite beaucoup plus de ce site dont on entendra certainement parler parce qu'on a à peine 15 à 20% du site qui ont été découverts. Ah ouais, donc dès qu'il y aura un peu d'argent, on va avoir des universités américaines qui vont faire des fouilles. Il faut des mécènes, mécènes qui payent pour les fouilles. Qui nous aident à continuer à découvrir ce magnifique pays. Ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi, tu nous as appris plein de choses et personnellement tu m'as donné envie d'y aller. Écoute. Et comme on est tous plus ou moins confinés en Israël, je pense que c'est justement l'occasion d'aller découvrir ces sites qui sont magnifiques et qu'on ne prend pas le temps de découvrir alors qu'ils sont juste à côté de chez nous. Merci Chloé. Une très belle visite. À très bientôt sur Tandem 2.0. N'hésitez pas à liker et partager notre page.